Ce matin gris d'automne, la cloche de l'église Saint-Martin sonnait doucement, étouffée par la brume qui descendait lentement sur la petite ville, aux portes de Lyon. Ce n'était pas un son festif, bien qu'il aurait dû l'être. Le baptême d'Émile Laurent était prévu à 11 heures, et tout avait été organisé avec une précision quasi obsessionnelle. Des fleurs blanches bordaient l'entrée, des chaises supplémentaires avaient été apportées de la salle paroissiale et le photographe de famille ajustait déjà son objectif, observant les mouvements discrets des invités. Claire Laurent serrait son fils de 3 mois dans ses bras avec une fermeté excessive, non par insécurité maternelle, mais par besoin de contrôle. Dès son plus jeune âge, elle avait appris que rien dans sa vie ne se déroulait comme prévu, sans un effort constant. La robe claire qu'elle portait avait été choisie des semaines auparavant, soigneusement repassée la veille. Ses cheveux étaient coiffés simplement, sans fioritures. Rien en elle ne laissait présager une quelconque fête. Tout respirait la retenue. Le père de l'enfant aurait dû être présent. Julien Laurent avait disparu 2 heures avant le baptême. À 9 heures du matin, il arpentait encore la cuisine du petit appartement, ajustant sa cravate d'un geste impatient. Il but son café en silence, comme il le faisait depuis des semaines. Il embrassa le front de son fils sans sourire. Il prit son téléphone portable, vérifia les messages que Claire n'avait pas vus et dit qu'il devait aller chercher quelque chose dans la voiture. Il n'avait pas pris les clés de la maison, seulement son portefeuille. Depuis, on ne l'a plus revu. Le conflit n'était pas nouveau, mais il n'avait jamais pris cette forme. Julien avait toujours été un homme méthodique et prévisible. Ingénieur civil, employé d'une entreprise de construction régionale, il était réputé pour son respect des délais et son refus des conflits directs. Le silence grandissant entre lui et Claire ne collait pas avec les disparitions. Il était du genre à affronter le malaise en restant, pas en fuyant. Claire n'a pas pleuré, en comprenant que quelque chose n'allait pas. Elle a appelé son portable 3 fois. Au 4e appel, la communication a été coupée. Elle a envoyé un court message. Puis un autre. Aucune réponse. Le temps passait et l'absence devenait pesante, envahissant tout l'appartement. Malgré tout, le baptême eut lieu. La famille de Julien arriva la première. Sa mère, Madeleine, gardait un sourire crispé et demandait discrètement où était son fils. Claire répondit par des phrases courtes et vagues, comme si le manque d'informations était temporaire. Le père de Julien ne posa aucune question. Il se contenta d'observer. Le photographe, Antoine Mercier, a tout documenté à distance. Il n'était pas de la famille, mais il connaissait ce genre d'événements. Les baptêmes étaient étranges, un mélange de foi, d'obligations sociales et de tensions silencieuses. Antoine remarquait des détails que personne ne commentait. La façon dont Claire évitait le regard de sa belle-mère, l'hésitation du parrain avant de prendre place près des fonds baptismaux, l'espace vide où Julien aurait dû être. Antoine a quand même pris la photo, c'était son travail. La cérémonie s'acheva sans incident. Le prêtre ne posa aucune question sur le père. Le nom de Julien ne fut mentionné qu'une seule fois, machinalement, conformément à la formule traditionnelle. Claire répondit à sa place. Sa voix était trop ferme. Ensuite, un déjeuner rapide fut pris dans la salle commune. Des conversations discrètes. Le cliquetis des couverts sur les assiettes laissait place à l'indifférence. Le portable de Claire restait sur la table, écran vers le haut. Aucune notification. À 17 heures, elle a signalé la disparition à la police. Le rapport était simple. Homme adulte, sans antécédent de violence, sans signe d'abandon. Aucune transaction bancaire suspecte. Aucun bagage volé. La voiture était toujours garée dans la rue, verrouillée. L'enquête préliminaire a conclu ce que personne n'osait dire ouvertement. Il n'y avait aucune preuve manifeste d'un crime, ni d'une fugue planifiée. Julien a tout simplement cessé d'exister. Les jours suivants s'éternisèrent, rythmés par des perquisitions de routine et des interrogatoires incessants. On interrogea des amis. Des collègues confirmèrent que la vie était normale. Aucune maîtresse ne se manifesta. Aucune dette ne fut découverte. La ville en discuta pendant quelques semaines, puis passa à autre chose. Claire les suivit aussi, ou du moins, elle fit semblant.
Elle a élevé Émile seule. Elle a déménagé. Elle a repris un travail à temps partiel. Elle conservait l'album de baptême dans une boîte qu'elle ouvrait rarement. Les photos étaient toutes là, parfaitement disposées. Son fils dans ses bras, les grands-parents, le prêtre. L'espace vide à côté d'elle. 7 ans se sont écoulés. Ce n'est que lorsqu'elle décida de ranger de vieux papiers, un dimanche après-midi pluvieux, que Claire retourna à cette boîte. Elle ne cherchait pas de réponse, juste de la place. L'album s'ouvrit sur la table, et une photo en tomba. Ce n'était pas une image dont elle se souvenait. La photo montrait les invités réunis avant la cérémonie. À l'arrière-plan se reflétait dans la vitre latérale de l'église un homme partiellement visible. Il était de dos, le dos raide, et portait un manteau sombre. Claire a immédiatement reconnu la silhouette. C'était Julien. La photo a été prise à 9h45. 15 minutes après l'heure à laquelle il était parti chercher quelque chose dans la voiture. Et il était là. Il observait, sans s'approcher. Cela n'existe pas officiellement. Cette photographie n'aurait pas dû exister. Claire le savait avec la même certitude qu'elle connaissait le poids de son fils à la naissance, ou l'odeur du café brûlé dans la vieille cuisine. Pourtant, l'image était là, imprimée sur papier mat, avec la discrète signature d'Antoine Mercier dans le coin inférieur droit. Le photographe, un nom qui, jusque-là, n'avait jamais signifié autre chose qu'un travail bien fait. Elle passa le doigt sur le reflet du vitrail de l'église dans la photographie. La silhouette à l'arrière-plan restait indistincte pour un observateur distrait, mais Claire n'avait pas besoin d'être très attentive pour reconnaître Julien. Ses épaules tendues, la légère inclinaison de sa tête, son attitude réservée, c'était lui. Il n'y avait aucun doute. Le village où il vivait, Saint-Romain de Jalionas, était assez petit pour que les visages deviennent vite familiers, mais assez grand pour dissimuler les silences. Niché entre chemins de traverse et champs, il servait de lieu de passage pour ceux qui souhaitaient passer inaperçus. Claire avait choisi d'y rester après la disparition, précisément pour cette raison. Personne ne posait longtemps de questions insistantes. Antoine Mercier est également resté. Photographe indépendant, lyonnais de naissance et d'éducation, il s'était installé à Saint-Romain après un divorce discret et sans scandale. Il photographiait mariages, baptêmes, enterrements, des événements marquant des débuts et des fins, toujours vus de loin. Antoine avait la fâcheuse habitude de saisir plus que ce qui lui était demandé, des détails hors champ, des reflets, des gestes fugitifs, une obsession discrète, presque technique, dont il ne parlait jamais à ses clients. Le jour du baptême, Antoine remarqua l'absence de son père bien trop tôt. Non pas parce que quelqu'un le lui avait dit, mais parce que la place à côté de Claire restait vide sur tous les plans. Il ajusta la mise au point à plusieurs reprises, espérant apercevoir l'homme, en vain. Du moins, c'est ce qu'il semblait. 7 ans plus tard, Antoine conservait toujours des copies de sauvegarde de tout son travail, des fichiers classés par date, événements et nom de famille. Il ne reprenait pas ces documents par nostalgie, mais méthodiquement. Chaque image était un témoignage factuel, quelque chose qui ne devait pas être réinterprété. Pourtant, en revoyant les photos du baptême de Laurent, il ressentit un malaise qu'il n'avait pas su nommer à l'époque. Claire a mis 2 jours à se décider à le rechercher. Antoine travaillait dans un petit atelier de fortune aménagé au rez-de-chaussée d'un vieil immeuble. Les murs étaient couverts de photographies en noir et blanc de rues désertes, de façades abandonnées, de visages de profil. Aucune image familière, aucune scène joyeuse. L'espace semblait suspendu dans le temps, comme si le monde réel n'avait pas le droit d'y pénétrer pleinement. Claire ne mentionna pas immédiatement Julien. Elle posa la photographie sur la table en métal et attendit. Antoine l'observa quelques secondes de plus que nécessaire. Il reconnut l'image, il reconnut le reflet. Cette photo ne figurait pas dans l'album original, a-t-il déclaré, sans surprise apparente. Claire acquiesça. Le silence qui s'installa entre eux était pesant, mais nécessaire. Antoine expliqua qu'il imprimait généralement des variations de cadrage, des images que les clients choisissaient rarement. Reflets, ombres, mouvements esquissés. Cette photo en faisait partie. Il ne l'avait pas incluse car elle ne lui semblait pas pertinente. « Je ne l'ai pas vue ce jour-là »,
a-t-il ajouté. Seulement plus tard, Claire ne lui demanda pas ce qu'il avait vu ensuite. Elle connaissait déjà la réponse. L'enquête policière, menée des années auparavant, avait été brève et routinière. Julien ne correspondait pas au profil d'une personne ayant fugué volontairement et n'avait aucun antécédent de violence conjugale. Aucun élément ne laissait présager un suicide. Aucun corps, aucun aveu. L'affaire avait été classée comme disparition sans preuve criminelle. Une étiquette qui, au lieu de répondre aux questions, les étouffait. Les parents de Julien n'ont jamais accepté le classement de l'affaire. Madeleine avait conservé la chambre de son fils intacte pendant 3 ans. Puis, en une seule journée, elle a tout démonté, sans rien dire à personne. Le père s'est muré dans le silence. Les visites se sont raréfiées. Le petit-fils a grandi comme un rappel constant d'une absence indicible. Émile, qui avait maintenant 7 ans, savait seulement que son père n'était pas là, ni mort, ni vivant, juste absent. Claire avait veillé à ce que ce mot ne soit jamais remplacé. L'absence engendrait moins de questions. La bureaucratie française a aussi contribué à cet oubli. Des procédures lentes, des délais interminables, des dossiers physiques égarés dans les méandres de l'administration. Les disparitions sans infraction avérées progressaient rarement. La ville s'était habituée à vivre avec ce vide, mais la photographie a tout rouvert. Antoine a avoué un fait qui n'avait jamais été mentionné dans aucun rapport. Il se souvenait avoir vu un homme devant l'église ce jour-là. Il ne l'avait pas associé à l'événement. Il l'avait pris pour un passant curieux. Ce n'est qu'en revoyant les images qu'il a remarqué la coïncidence temporelle, le reflet, la position. Il ne voulait pas être vu, dit Antoine avec un calme excessif. Mais il ne voulait pas partir non plus. Cette phrase leur resta en mémoire plus longtemps que n'importe quelle explication possible. Claire quitta le studio avec plus de questions que de réponses. La ville semblait la même, mais son regard avait changé. Des façades familières dissimulaient désormais des possibilités. Les gens ordinaires portaient des silences. Le passé n'était pas enterré, il attendait simplement le bon angle pour ressurgir. Et quelqu'un, 7 ans plus tôt, avait été là tout ce temps, observant sans participer. Après sa visite à l'atelier d'Antoine, Claire commença à remarquer de subtils changements dans ses habitudes, comme si la ville s'était dotée d'une seconde couche, invisible. Les chemins autrefois empruntés machinalement étaient désormais parcourus avec une attention excessive. Chaque visage inconnu lui semblait potentiellement familier. Chaque homme en manteau sombre, une possibilité inquiétante. Elle n'a parlé de la photo à personne, ni aux parents de Julien, ni à ses amis proches. Le conflit n'avait pas encore pris forme. Il s'agissait simplement d'une tension croissante, d'une situation qu'il fallait comprendre avant de la partager. Officiellement, l'image ne prouvait rien, mais elle a tout changé en elle. Claire décida de commencer par ce qui était concret. Par l'intermédiaire d'un avocat, il a demandé la réouverture informelle du dossier de disparition. Non pas à titre d'accusation formelle, mais pour un réexamen. Sa demande a été accueillie avec une indifférence polie. 7 ans, c'était trop long pour espérer des progrès. Néanmoins, certains documents ont été rendus publics. Compte rendu d'entretien, relevés d'appels et notes éparses d'un enquêteur à la retraite. Rien de nouveau n'a paru, à l'exception d'un détail qui avait été négligé à l'époque. Julien avait été aperçu par un voisin à 9h20 du matin, marchant dans la direction opposée au parking où il avait garé sa voiture. Ce témoignage avait été jugé sans importance, car il ne révélait aucun comportement suspect. Désormais, il prenait une toute autre dimension. L'église se trouvait dans cette direction. Claire retourna sur les lieux du baptême, un jour comme les autres, sans cérémonie ni fleurs. Elle observa attentivement les alentours. La fenêtre latérale où s'était reflété le paysage était toujours là, remplacée seulement par un cadre plus récent. De l'endroit précis où Antoine avait pris la photo, on pouvait apercevoir la rue adjacente et une partie de la place. Un endroit idéal pour observer sans être vu. Le conflit n'est plus seulement émotionnel, il est devenu pratique. Claire commença à recouper les informations, les horaires, les distances. Elle découvrit que Julien avait eu une réunion annulée la semaine précédant le baptême,
un événement qui ne figurait pas dans l'agenda partagé. Elle retrouva également de vieux messages dans une adresse e-mail qu'elle utilisait rarement, échangés avec un contact dont le nom n'était enregistré que sous forme d'initiales. Rien de précis, juste des arrangements vagues et des reports constants. Antoine s'est lui aussi impliqué plus qu'il ne l'avait prévu. Poussé par un malaise professionnel, l'impression d'avoir filmé quelque chose sans le comprendre, il a revu toutes les images de ce jour-là. Il a agrandi les images, analysé les ombres, comparé les horaires. Dans une séquence filmée avant la cérémonie, il a remarqué une silhouette similaire à deux endroits distincts de la rue, toujours floue, toujours en marge. Ce n'était pas une coïncidence. Le photographe commença à arpenter la ville avec un regard différent. Il s'entretint avec des commerçants de longue date sans les nommer. Il les interrogea sur les événements étranges survenus durant cette période. Un propriétaire de café se souvenait vaguement d'un homme assis des heures durant, ne consommant presque rien, observant l'église. Un autre mentionna quelqu'un utilisant la cabine téléphonique publique sur la place, chose rare même à l'époque. Chaque petit incident ajoutait une nouvelle dimension au conflit. Julien n'avait pas disparu sur un coup de tête. Il était resté, à observer, à analyser. Claire ressentit sa première véritable rupture émotionnelle lorsqu'elle prit conscience de cela. Ce n'était pas un abandon, mais un choix constant. Rester proche sans se dévoiler demandait plus d'efforts que de simplement s'éloigner. Émile, ignorant de l'enquête silencieuse, commença à poser d'autres questions. Non pas sur l'endroit où se trouvait son père, mais sur qui il avait été. Claire répondait par des faits neutres. Ingénieur. Il aimait réparer les choses. Il était ponctuel, il fuyait les conflits. Chaque réponse semblait désormais incomplète. La pression s'intensifia lorsque Claire reçut un appel inattendu de la police locale. Non pas au sujet de Julien, mais d'Antoine. Son nom était apparu lors d'un récent recoupement d'informations lié à la réouverture informelle de l'enquête. Rien d'accusateur, juste de la curiosité. Le conflit évoluait. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir ce qui était arrivé à Julien, mais aussi de savoir jusqu'où cette vérité pouvait aller sans détruire le présent patiemment reconstruit. Claire commençait à comprendre que certaines absences ne signifiaient pas une perte, mais une vigilance accrue, et que certains choix faits 7 ans plus tôt avaient encore des conséquences. Julien n'avait pas disparu de l'histoire. Il était tout simplement sorti du cadre principal. L'enquête menée en secret commença à engendrer des conséquences inévitables. Aucune n'était isolée. Toutes étaient liées à la disparition de Julien comme des fils tirés d'une même étoffe ancestrale. La première intrigue secondaire est apparue au sein même de la famille Laurent. Madeleine, la mère de Julien, est apparue à l'improviste chez Claire un mercredi matin. Elle n'avait pas prévenu. Elle portait une petite boîte rigide, scellée avec du ruban adhésif jauni. Elle a simplement dit qu'elle devait la livrer avant de changer d'avis. À l'intérieur se trouvaient des choses qu'elle n'avait jamais montrées à personne. De vieux mots de son fils, des reçus, un compte d'épargne clôturé des mois après sa disparition. Rien, là-dedans, ne laissait présager une évasion. Mais il y avait quelque chose de plus troublant. Des lettres non envoyées, adressées à Claire, écrites dans les mois précédant le baptême. Ce n'étaient pas des déclarations d'amour. C'étaient des comptes rendus objectifs d'insécurité, de doute quant à des décisions professionnelles et d'une inquiétude récurrente concernant des erreurs irréversibles. Julien ne mentionnait ni trahison, ni crime, ni menace. Il parlait de conséquences. La deuxième intrigue secondaire concernait Antoine. En consultant d'anciennes photos d'événements organisés dans la même église, il fit une découverte inattendue. La même silhouette à différentes dates. Pas systématiquement, pas de façon flagrante, mais suffisamment pour former un motif. Un homme en marge des événements familiaux, baptême, mariage, toujours légèrement décentré, toujours en reflet, jamais de face. Antoine comprit que cela dépassait le cadre de Julien. La ville, trop petite pour que de telles coïncidences soient si fréquentes, commençait à révéler une habitude collective d'ignorer tout ce qui détonnait.
Il entreprit de répertorier ces événements comme s'il s'agissait d'un projet personnel, mais garda tout secret. Le risque de malentendu était trop grand. La troisième intrigue secondaire se dévoila par l'intermédiaire d'un ancien collègue de Julien, Pierre Lemaire. Cet homme, qui avait évité tout contact pendant des années, se présenta soudain avec une excuse technique. Il leur fallait une ancienne signature pour clore un litige prud'homal en cours. Claire perçut immédiatement le malaise. Pierre parlait peu, détournait le regard et semblait soulagé de ne pas avoir à s'expliquer. Avant de partir, il a laissé échapper une phrase, presque machinalement. Il disait toujours que certaines décisions ne peuvent pas être annulées publiquement. Prise isolément, la phrase n'avait aucun sens, mais elle s'intégrait parfaitement au contexte. La pression du temps s'intensifia lorsque Claire reçut la notification officielle. L'affaire Julien serait définitivement classée dans 30 jours, faute de nouveaux éléments de preuve. La réouverture informelle atteignait ses limites bureaucratiques. Il fallait agir sans tarder. Les intrigues secondaires ont commencé à converger. Les lettres de Julien laissaient entrevoir une préparation émotionnelle. Les images d'Antoine suggéraient un comportement récurrent, voire répété. Le commentaire de Pierre pointait du doigt quelque chose qui devait rester invisible. Rien de tout cela n'expliquait la raison, mais cela réfutait l'idée d'une disparition spontanée. Claire sentait la tension monter dans la maison. Émile était devenu plus observateur. Il lui demanda pourquoi elle parlait autant au téléphone, pourquoi elle avait recommencé à fréquenter l'église. Le passé pesait sur le présent avec une telle force qu'il le déformait. Chaque fil tiré rapprochait Claire d'une conclusion troublante. Julien n'avait pas seulement choisi de disparaître, il avait choisi de rester proche, non par regret apparent, mais par instinct de survie, pour observer sans participer, pour s'assurer que certaines vérités ne soient jamais révélées. Et le temps pressait. Le tournant ne survint pas comme une révélation soudaine, mais comme une faille, une erreur trop infime pour être ignorée, trop grave pour être une coïncidence. Antoine s'en rendit compte en comparant deux images agrandies en haute résolution. L'une avait été prise le jour du baptême d'Émile, l'autre, 3 ans plus tard, lors d'un mariage dans la même église. Le reflet dans la vitre montrait le même homme, même posture, même manteau sombre, mais un détail avait changé, un élément sur son poignet gauche, une vieille montre avec un bracelet en cuir usé et un cadran légèrement incliné. Antoine a reconnu cet objet. Non pas parce que je l'avais déjà vu, mais parce que je l'avais photographié de face, des années auparavant, dans un tout autre contexte. Une séance photo institutionnelle pour l'entreprise de construction où Julien avait travaillé. La montre figurait sur plusieurs photos officielles. Julien ne la quittait jamais. Cette prise de conscience a tout changé. Ce n'était pas simplement une silhouette similaire. Ce n'était pas une interprétation subjective. C'était une continuité, une présence à travers les années. Julien n'avait pas disparu à jamais. Il était devenu un observateur systématique de sa propre vie passée. Antoine annonça la nouvelle à Claire sans détour. Il lui montra les images côte à côte. Le silence qui suivit n'était pas celui du choc, mais celui d'une reconnaissance tardive. Claire ne demanda pas comment il avait pu en être aussi sûr. Elle le pressentait depuis des jours. L'erreur de Julien était simple, croire qu'il ne serait jamais remarqué par quelqu'un habitué à observer. La décision suivante était inévitable. Claire ne contacta pas la police. Pas encore. Elle opta pour une approche plus directe. Elle utilisa la date limite de clôture de l'affaire comme moyen de pression discret. Elle diffusa l'information sans hésiter que de nouvelles preuves visuelles étaient en cours d'analyse. Elle ne mentionna aucun nom. Elle laissa simplement la rumeur se propager. Ça a marché. 2 jours plus tard, Claire trouva une enveloppe brune scotchée à la porte de l'appartement. Aucune adresse de retour. À l'intérieur, une vieille clé et une adresse manuscrite, d'une écriture qu'elle reconnut immédiatement. L'adresse se trouvait à 40 km de là, dans une zone semi-industrielle près du Rhône.
un ancien entrepôt reconverti, utilisé comme lieu de stockage par des petites entreprises. Aucune explication, juste une invitation implicite. Le tournant s'est produit lorsque Claire a réalisé que Julien ne se contentait plus d'observer. Il réagissait. En acceptant ce contact, elle franchissait une limite irréversible. Il n'y avait plus de place pour des reconstructions rassurantes ou des versions incomplètes. Toute réponse trouvée à cette adresse aurait des conséquences directes pour Émile, pour la famille, pour le récit soigneusement entretenu pendant 7 ans. Claire n'a pas hésité. Elle comprit, avec une clarté inattendue, que la disparition n'avait jamais été le mystère central. La véritable énigme avait toujours été la raison pour laquelle Julien devait rester là, invisible, témoin de sa propre substitution. Et maintenant, finalement, il avait commis une erreur. L'entrepôt indiqué sur l'enveloppe ne portait aucune trace d'activité récente. La façade en béton présentait de vieilles fissures et le portail métallique grinçait lorsqu'on le poussait. Claire y entra seule, non par courage, mais par prudence. Impliquer d'autres personnes à ce stade n'aurait fait qu'aggraver les dégâts collatéraux. À l'intérieur, l'espace avait été aménagé pour de longs séjours. On y trouvait une simple table, un lit de fortune, des étagères remplies de provisions et un vieil ordinateur. Rien n'indiquait une fuite définitive. Tout suggérait l'attente. Julien n'était pas là à ce moment-là, mais c'était partout. Des cahiers classés par date occupaient une des étagères. Ce n'étaient pas des journaux intimes, mais des comptes rendus objectifs. Les dates d'événements familiaux, les déménagements de Claire, la croissance d'Émile. Des photographies imprimées, souvent prises de loin, témoignaient de la vie qu'il avait abandonnée sans jamais vraiment la quitter. La réaction de Claire fut physique, non verbale. Son estomac se noua, ses mains tremblaient tandis qu'elle tournait les pages. Aucune justification écrite, aucune excuse. Juste une maîtrise absolue de son absence. La conséquence immédiate était claire. Julien n'avait pas disparu pour se protéger. Il avait disparu pour observer sans être tenu responsable. De retour à son appartement, Claire ne parvint pas à dormir. Non par peur, mais par besoin de se recentrer, elle devait décider comment réagir face à cette découverte. La signaler reviendrait à exposer des années de surveillance impliquant son fils et à revivre publiquement la disparition. Garder le silence reviendrait à laisser Julien continuer à vivre en marge de la société, impuni. Antoine a réagi différemment. En entendant ce récit, il se sentit directement impliqué. Ces photographies avaient, à son insu, participé au système de surveillance. Chaque événement enregistré avait également été un objet d'observation pour Julien. Le photographe commença à analyser son propre comportement, ses choix de cadrage, ses obsessions techniques. Il réalisa que, sans le savoir, il avait adopté la même position, observer sans intervenir. Cette prise de conscience le perturba plus que toute révélation précédente. Les conséquences ont commencé à se propager. Madeleine fut partiellement informée, non pas de l'existence de la cabane, mais de la confirmation visuelle de la présence de Julien au fil des années. Sa réaction ne fut pas le soulagement, mais le refus. Accepter cela revenait à reconnaître que son fils avait maintes fois choisi l'absence. Elle préféra le silence, mettant ainsi fin à toute possibilité de soutien affectif. La date limite officielle pour la clôture de l'affaire approchait. La police n'attendait plus que les dernières formalités. Claire savait que si elle n'agissait pas plus tôt, Julien interpréterait son silence comme une autorisation. Et Julien a réagi lui aussi. Le lendemain matin, Claire découvrit une nouvelle photo sur le siège auto. Une image récente, elle et Émile traversant la rue, prise de loin. Le cadrage était trop précis pour être fortuit. Aucun message n'a été reçu. La conséquence ultime de cette découverte devint sans équivoque. L'absence de Julien n'était plus passive, mais s'était muée en surveillance active. Le choix ne se situait plus entre passé et présent, mais entre contrôle et rupture. Claire comprit alors que toute décision prise à partir de ce moment-là redéfinirait non seulement la fin de la disparition, mais aussi la nature de la vérité qu'Émile hériterait. Et le temps pour décider pressait. La photo laissée dans la voiture n'a pas provoqué de panique immédiate. Elle a engendré quelque chose de plus dangereux, la lucidité.
Claire a compris qu'elle ne réagissait plus à un vieux mystère, mais à une menace actuelle, patiemment accumulée au fil des ans. Le dépassement nécessaire n'était pas émotionnel, mais stratégique. Elle a changé ses habitudes, il n'a prévenu personne, il a modifié les horaires, les itinéraires, de petites habitudes que seul un observateur attentif remarquerait. Il a observé si Julien suivait ces changements, et il l'a fait, un sac laissé à l'écart, une voiture toujours garée au même coin de rue, jour après jour, des signes discrets mais constants. Claire n'était plus seulement observée, elle avait désormais le contrôle. Son évolution s'est traduite par des actions concrètes. Elle a consulté un avocat pénaliste hors de la ville, n'a présenté qu'une partie des preuves et a demandé conseil sans porter plainte. Le conseil était clair, la surveillance prolongée constituait un délit, mais le prouver impliquait de prendre quelqu'un sur le fait ou de démontrer une grave erreur de la part de l'observateur. Claire comprit ce qu'elle devait faire. Antoine a lui aussi évolué. Pour la première fois, il a décidé de sortir de sa position confortable de témoin silencieux. Il a mis ses compétences à profit de manière délibérée. Il a installé une caméra discrète lors d'un des événements communautaires les plus fréquentés de la ville, avec l'autorisation officielle. Un lieu où Julien avait l'habitude d'apparaître en marge, protégé par la foule. Ça n'a pas pris longtemps. 3 semaines plus tard, Antoine prit une photo de face. Partielle, mais sans équivoque. Julien avait vieilli. Son visage était plus maigre, sa barbe clairsemée, son regard trop fixe. Il n'avait pas l'air de quelqu'un qui se cache par peur, mais plutôt de quelqu'un persuadé qu'on ne l'affronterait pas. Claire n'a pas éprouvé de soulagement en voyant l'image. Elle a ressenti un sentiment de responsabilité. Elle a préparé Émile au changement sans trop d'explications. Des séjours courts, plus de temps loin de la maison, aucun mot sur le passé. Son évolution s'est notamment traduite par la protection de son fils sans lui révéler la vérité trop tôt. Le plus grand défi est survenu lorsque Claire s'est rendu compte que Julien commençait à se rapprocher physiquement. Il ne se contentait plus d'observer. Des approches brèves, des distances plus courtes. Une limite était mise à l'épreuve. Elle n'a pas reculé. Au lieu de cela, il laissa un signe délibéré. Une enveloppe semblable à celle qu'il avait reçue, placée intentionnellement à un endroit visible. À l'intérieur, seulement un agrandissement de la photo d'Antoine de face. Aucune menace, aucun message. La réaction fut immédiate. Julien a cessé de venir. La maturité de Claire s'est affirmée à ce moment-là. Elle n'avait plus besoin de le poursuivre. Il lui suffisait de montrer qu'elle le voyait, que l'invisibilité n'existait plus, que le récit de son emprise était brisé. Surmonter cette épreuve ne signifiait pas encore la victoire, mais cela représentait un changement fondamental, l'inversion définitive des rôles. Pour la première fois en 7 ans, Julien devait décider comment se comporter sous observation. Et cela l'a affaibli. La disparition soudaine de Julien après l'envoi de l'enveloppe n'apporta pas la paix. Elle instaura l'appréhension. Claire savait que le silence n'était pas un repli définitif, mais une manœuvre calculée. Julien ne réagissait jamais impulsivement. Il attendait toujours le moment où l'autre partie croirait avoir repris le contrôle. Elle a préparé le terrain. Avec l'aide de son avocat, Claire a organisé tous les éléments qu'elle avait rassemblés. Photographies, notes trouvées dans la remise, enregistrements de surveillance récents, dates et heures recoupées. Rien n'a encore été remis aux autorités. L'objectif n'était pas une dénonciation immédiate, mais l'établissement d'un lien de causalité clair, impossible à nier une fois révélé. Antoine s'impliqua davantage, non plus comme chercheur, mais comme organisateur de preuves visuelles. Il savait combien les images pouvaient convaincre sans mots. Il créa une séquence chronologique qui montrait la présence de Julien au fil des années, toujours en marge, toujours invisible aux autres. Un schéma indéniable. Entre-temps, Claire a résolu les intrigues secondaires en suspens. Il rendit visite à Madeleine une dernière fois. Non pour lui demander de l'aide, mais pour l'informer. Il lui dit simplement que Julien était vivant et qu'il n'avait pas l'intention de le protéger. La réaction de la mère fut contenue, presque froide.
Elle ne demanda pas de précision, elle se contenta d'acquiescer, comme si elle acceptait enfin ce qu'elle avait toujours su. Pierre Lemaire fut également recontacté. Cette fois, Claire fut directe. Elle lui demanda ce que Julien avait tant craint avant de disparaître. Pierre hésita, puis parla. Il lui raconta un projet de construction mal inspecté, survenu des années auparavant, et dans lequel Julien avait relevé de graves défauts structurels. Les corriger coûterait des millions. Le silence permettrait de tout résoudre. Julien avait signé un rapport ambigu, suffisant pour classer l'affaire sans éveiller les soupçons. Rien d'officiel ne s'était produit. L'immeuble était terminé, mais Julien ne s'était jamais débarrassé de la culpabilité de son erreur. Disparaître avait été sa façon d'échapper aux conséquences sans se trahir. Le conflit central était en train de se cristalliser. Julien n'avait pas fui Claire ni son fils. Il avait fui le moment où il aurait dû prendre position publiquement. Sa vigilance constante était sa façon de maintenir un lien quelconque sans assumer ses responsabilités. La tension monta lorsque Claire reçut un message inconnu sur son portable. Juste une adresse et une heure. Aucune signature. Elle reconnut le schéma. Julien avait finalement accepté la confrontation. Claire n'a pas prévenu la police, pas encore. Elle voulait que le dénouement se produise sans intermédiaire, dans un lieu où la vérité ne pourrait être altérée par les procédures. Le soir convenu, elle laissa Émile chez une amie, hors de la ville, sans plus d'explication. Juste la promesse de revenir. Le lieu choisi fut l'église Saint-Martin elle-même, fermée, vide. La même fenêtre latérale reflétait le silence de la rue. Le décor était planté. Tout convergeait vers ce moment. La disparition, la surveillance, l'erreur initiale, le contrôle silencieux. Claire entra lentement dans l'église, consciente qu'elle ne réagissait plus. Elle ouvrait la voie vers la fin. L'église était vide, mais non silencieuse. L'écho des pas de Claire résonnait sur le sol de pierre avec une précision presque excessive, comme si le lieu amplifiait chaque décision prise ces 7 dernières années. Les lumières restaient éteintes, seuls les réverbères filtraient à travers les vitraux, projetant de longues ombres sur les bancs. Julien surgit de derrière l'autel latéral sans annoncer sa présence. Il n'y avait aucune émotion dans son geste, aucune excuse. Aucune surprise visible sur son visage en la voyant là. Il semblait fatigué, plus vieux que son âge, comme quelqu'un qui avait passé des années à maintenir une position impossible. « Tu l'as toujours su », dit-il, non pas comme une question, mais comme un constat. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle s'approcha de quelques pas, gardant une distance suffisante pour éviter toute ambiguïté. La confrontation ne serait pas physique. Il n'en avait jamais été question. Julien tenta de reprendre le contrôle par la logique. Il parla du travail, du rapport, de l'erreur irréparable sans détruire des carrières et des familles. Il affirma que disparaître était le seul moyen d'éviter le pire. Il ne mentionna ni Claire ni Émile, comme s'ils étaient des dommages collatéraux inévitables. La transformation de Claire est devenue visible à ce moment-là. Elle n'a pas contesté les faits techniques. Elle n'a pas abordé la question de la déontologie. Elle n'a pas remis en cause la peur. Elle a simplement présenté ce qu'il ne contrôlait plus, les images, les enregistrements, les schémas de surveillance, l'entrepôt, les photographies récentes. Elle s'exprimait avec une clarté chirurgicale. Chaque phrase offrait une porte de sortie. Julien s'est rendu compte trop tard qu'il n'était plus observé en silence. Il avait perdu le privilège de l'invisibilité. Le moment décisif survint lorsque Claire révéla qu'Antoine avait remis une copie intégrale des documents à un notaire, avec des instructions claires pour leur divulgation automatique en cas de problème. Il ne s'agissait pas d'une menace directe, mais d'un stratagème. Julien prit du recul. Pour la première fois, il laissa transparaître quelque chose qui dépassait le simple calcul. Une peur authentique. Non pas de la police, mais d'être démasqué, de perdre définitivement la maîtrise du récit qu'il avait conservé pendant des années. Le tournant s'est produit là. Julien pensait que Claire cherchait des réponses émotionnelles, le pardon, des explications. Il a trouvé en elle une personne qui n'avait plus besoin de lui pour clore le chapitre. La disparition n'était plus un mystère à élucider, mais un acte dont il fallait répondre.
Claire lui a donné 2 options, toutes 2 documentées, toutes 2 irréversibles. Julien comprit que le point culminant n'était pas la révélation de la vérité, mais la fin du choix unilatéral. Pour la première fois, il ne décidait plus seul. La transformation de Claire se confirma dans le silence qui suivit. Elle ne s'attendait pas à une réponse immédiate, elle n'en avait pas besoin. Elle quitta l'église en sachant que quelle que soit la décision de Julien, le pouvoir avait changé de main. Le conflit central s'y est résolu, non par la fuite ou la violence, mais par le retrait définitif du pouvoir qui avait permis la disparition. Julien restait seul, entouré de reflets qui ne le protégeaient plus. Julien s'est rendu aux autorités 3 jours plus tard. Il n'y eut aucun spectacle, aucune conférence de presse, aucun titre à sensation. Il se présenta accompagné d'un avocat, remit des documents, reconnut l'omission technique dans le rapport de construction et admit avoir surveillé la famille sans autorisation. La disparition cessa d'être considérée comme un mystère et fut requalifiée en dissimulation volontaire aggravée par une infraction administrative et une atteinte à la vie privée. Les conséquences furent progressives, mais définitives. L'entreprise de construction a ouvert une enquête interne. Le bâtiment a fait l'objet d'une nouvelle évaluation structurelle. Des coûts ont été révélés, là où le silence avait régné jusque-là. Il n'y a eu ni effondrement, ni tragédie tardive. Seulement la révélation que l'erreur existait depuis le début, entretenue par une convenance collective. Julien n'a pas tenté de contacter Claire, elle ne l'a pas cherché non plus. La clôture de l'affaire n'a pas apporté de soulagement immédiat, mais elle a instauré une certaine stabilité. La ville a réagi comme toujours, avec une brève curiosité et un oubli rapide. Saint-Romain de Jalionas a assimilé la vérité sans la transformer en identité. Émile ne savait que l'essentiel, que son père était vivant, qu'il avait fait de mauvais choix et qu'il ne pouvait plus être présent. Claire ne mentait pas, mais elle n'entrait pas non plus dans les détails. L'avenir de son fils n'exigeait pas tout le poids du passé. Antoine continua de photographier. Mais quelque chose avait changé dans son travail. Les reflets cessèrent d'être une obsession. Il commença à cadrer les gens de face, même si cela rendait l'image moins naturelle. Son dernier projet personnel, jamais exposé publiquement, était une série de photographies de l'église vide, sans silhouettes en marge. Claire réorganisa sa vie avec la même précision qu'au jour de son baptême. Elle déménagea de nouveau, non par fuite, mais pour tourner la page. L'album photo resta rangé, désormais sans qu'elle ait besoin de l'éviter. Après tout, cette disparition n'a pas marqué l'histoire. Le choix d'y faire face, oui. 7 mois plus tard, par un matin de printemps comme les autres, Claire traversa la place centrale, Émile à ses côtés. Le garçon, distrait, courut quelques pas devant sans se retourner. Personne ne les observait. Aucun reflet ne se dessinait aux fenêtres. La ville poursuivait son cours habituel, indifférente à ce qui s'était décidé. Claire s'arrêta un instant devant l'église Saint-Martin. Elle n'entra pas, elle n'en avait pas besoin. Le passé n'exigeait plus d'être revisité. Il restait clos. Elle est passée à autre chose. Certaines histoires ne se terminent pas par des réponses complètes, mais par la certitude que personne d'autre ne se cache en marge du cadre. Si cette histoire vous a captivé, troublé ou amené à vous interroger sur ce qui peut se cacher dans les plus longs silences, partagez vos impressions dans les commentaires. Les histoires comme celle-ci prennent tout leur sens grâce au regard attentif de ceux qui les lisent et les questionnent. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir de nouveaux récits réalistes, empreints de mystère, de tensions émotionnelles et de rebondissements qui vous hanteront longtemps après la fin. Parfois, la vérité ne crie pas, elle attend d'être vue.